Le 1er novembre 2024, Emmanuel Macron, président de la République française, reconnaît officiellement l'assassinat de l'Arbi Ben Mhidi, un des leaders emblématiques du FLN, après plus de 70 ans de silence. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 1er novembre 1954, débutait la guerre d'Algérie, une date choisie par le président français pour reconnaître l'assassinat du dirigeant du FLN, l'Arbi Ben Mhidi, par des militaires français. Il a été pendu dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. L'Arbi Ben Mhidi a été assassiné. L'Arbi Ben Mhidi. L'Arbi Ben Mhidi a été assassiné. L'Arbi Ben Mhidi a été assassiné. Il confirme que cet assassinat constitue un crime de guerre orchestré par l'armée française. Cette déclaration, faite à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, marque un tournant historique majeur. La reconnaissance de cet assassinat atteste que le travail de vérité historique que le président de la République a initié avec le président algérien Abdelmejid Tebboune se poursuivra, déclare l'Élysée. Qui était donc l'Arbi Ben Mhidi, ce leader historique du FLN? Pourquoi a-t-il été assassiné? Et comment son image a-t-elle traversé les générations au point de devenir un symbole de résistance et du sacrifice? Né en 1923 à Ain Mlila, dans le département du Constantinois, l'Arbi Ben Mhidi grandit au sein d'une famille rurale, composée de 3 filles et 2 garçons. Très tôt, son destin prend une tournure particulière lorsque son oncle installé à Batna décide de le prendre sous son aile. Sans enfant, ce dernier le considère comme son propre fils et veille à lui offrir les meilleures conditions pour réussir. C'est ainsi qu'en 1931, à l'âge de 8 ans, il intègre l'école primaire française. Encouragé par son oncle, il se montre studieux et discipliné, ce qui lui permet d'obtenir en 1937 son certificat d'études primaires avec distinction. Après avoir terminé ses études primaires, il retourne à Constantine. Mais la situation familiale se complique rapidement. Son père, confronté à des problèmes avec le fisc colonial, subit une pression croissante de la part des autorités françaises. Acculé, il se voit contraint de vendre sa petite usine de tabac, son principal moyen de subsistance. Face à ces difficultés, il décide de s'installer à Biskra en 1939, une ville alors en pleine mutation économique grâce à l'implantation de nouvelles industries. Dans ce nouvel environnement, Ben Mhidi aspire à poursuivre ses études. Il tente sa chance en passant plusieurs concours d'admission au lycée, espérant accéder à un enseignement supérieur. Mais la réalité coloniale le rattrape. La discrimination systémique à l'égard des Algériens lui ferme la porte de ses établissements. Cet échec, loin de le décourager, contribue à forger sa conscience politique et son engagement futur. Au même moment, Ben Mhidi rejoint les scouts musulmans algériens. Fondé en 1930 par des réformistes algériens sous l'impulsion de Mohamed Bourras, ancien élève du grand théologien Ben Bédis, le scoutisme devient rapidement le principal mouvement de jeunesse. Mais loin d'être une simple organisation de loisirs, il se transforme en une véritable école du nationalisme pour la jeunesse. En effet, il épouse progressivement les idéaux du Parti du peuple algérien, PPA, dirigé par Messali Hadj, et devient un lieu d'apprentissage de la langue arabe, de la culture algérienne et du sentiment patriotique. Dans ce contexte, Ben Mhidi s'investit activement. Sa rigueur et son engagement ne passent pas inaperçus. En peu de temps, il est nommé chef de sa section. À travers cette organisation, il renforce sa conscience politique et son opposition à l'influence culturelle française que les scouts coloniaux tentent d'imposer à la jeunesse algérienne. Le théâtre est apparu comme l'une des activités culturelles qui a retenu l'intention des scouts. Et Ben Mhidi a été influencé par cet art en raison de sa passion pour la création artistique, ce qui l'a poussé à créer sa propre troupe de théâtre. Parmi ses œuvres artistiques les plus marquantes, il a participé à la pièce de théâtre Pour la couronne, un roman qui a été traduit en arabe par l'écrivain égyptien Mustapha Lutfi El-Mounfelouti en 1920 à partir de la poésie française de son auteur François Copé. La pièce a été adaptée d'un style algérien et présente des idées révolutionnaires et des tendances nationalistes contre l'injustice et la tyrannie de la colonisation. La pièce rencontre un succès notable et suscite un vif intérêt parmi le public. Cet engouement inquiète les autorités, qui décident alors d'interdire à la troupe de se déplacer.
Ben Mhidi, dont l'interprétation brillante marque les esprits, devient une cible privilégiée de la répression coloniale. Des policiers français, irrités par l'impact de la pièce et par la performance engagée du jeune acteur, commencent à l'harceler continuellement. Cette pression grandissante l'empêche finalement de voyager avec la troupe. Face à cet acharnement, Ben Mhidi est contraint d'abandonner le théâtre. Désormais sous surveillance, il trouve un emploi de comptable au service du génie civil de Biskra, où il ne reste que quelques mois avant d'être transféré à Constantine. La région du Constantinois, considérée comme la capitale du nationalisme algérien, devient un tournant décisif dans son engagement politique. C'est là qu'il rejoint les rangs du PPA. Plongé très jeune dans les cercles nationalistes, il développe une véritable soif de savoir. Il lit beaucoup, avec une attention particulière pour les figures de lutte anticoloniale et les stratégies de libération nationale. Il s'intéresse à Abdelkrim el-Khattabi, chef de la résistance rifaine, ou encore Mustafa Kemal Atatürk, dont la révolution nationaliste en Turquie est suivie de près par de nombreux courants algériens, du PPA aux réformistes. Il puise aussi dans la pensée de Ben Bédis, défenseur d'un islam algérien enraciné dans la culture locale, et dans les discours enflammés de Messali Hadj sur l'indépendance et la fierté nationale. Derrière ce jeune militant pas encore stratège se dessine déjà un esprit porté vers l'organisation de la lutte. Son intérêt pour les récits de résistance, les théories politiques et les modèles révolutionnaires lui forge en silence un bagage tactique. À ce stade, ce savoir théorique ne trouve pas encore d'application, mais il sera décisif plus tard, lorsqu'il s'agira de penser l'insurrection. Ce n'est pas un hasard si on le surnommera plus tard le théoricien de la révolution. Au sein de cette organisation, il rencontre ses fidèles amis, Ben Abdelmalek Ramdan et Abdelhafid Boussouf. Ensemble, ils se lancent dans une série d'actions destinées à éveiller les consciences et à rallier la population musulmane à leur cause. Ils multiplient les discours dans les rues, parlant directement aux gens, et s'investissent dans la vente du journal politique du PPA, l'Algérie libre, qu'ils considèrent comme un vecteur essentiel de leurs idées révolutionnaires. Justice sociale, égalité des droits pour les Algériens, et surtout, l'indépendance. Mais leur engagement ne se limite pas à des actions médiatiques. Ils organisent également des manifestations contre la colonisation, dans le but de dénoncer l'oppression coloniale et de revendiquer l'indépendance du pays. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe célèbre la victoire des Alliés, les nationalistes algériens saisissent l'occasion pour manifester pacifiquement et rappeler leurs revendications. Dans plusieurs villes, notamment Sétif, Guelma et Kherrata, ils réclament l'égalité des droits, la libération de Messali Hadj et soulignent la contribution des Algériens à la libération de la France. Mais la réponse des autorités coloniales est brutale. À Sétif, une altercation éclate lorsque la police tente d'arracher un drapeau algérien à un militant du PPA. Les forces de l'ordre ouvrent alors le feu sur la foule, transformant la manifestation en carnage. Très vite, la répression prend une ampleur dramatique. L'armée mène une véritable expédition punitive contre la population musulmane. Les civils sont massacrés, les villages incendiés. Le bilan est effroyable. Environ 45 000 Algériens sont tués. Le 9 mai 1945, en pleine chasse aux militants nationalistes, Ben Mhidi, alors âgé de 21 ans, est arrêté par la police. Il est emprisonné et subit 3 semaines d'interrogatoire et de torture au commissariat, comme des milliers d'autres militants du PPA. Cette répression féroce marque un tournant décisif. Pour Ben Mhidi et toute une génération, il devient évident que l'indépendance ne pourra pas être obtenue par des moyens pacifiques. En 1946, à sa sortie de prison, Messali Hadj tente de redonner une légitimité politique au PPA, devenu clandestin après les événements de 1945. Il fonde alors un nouveau parti légal, le MTLD, avec l'objectif de participer aux élections législatives. Mais au sein du PPA-MTLD, une fracture générationnelle se dessine. Une jeune garde de militants forgés par la guerre et recrutés pendant le conflit mondial n'a plus d'illusions sur les voies politiques. Ces jeunes cadres, dont Mohamed Belouizdad, Mohamed Boudiaf, Rabih Bitat, Ahmed Ben Bella, Mustafa Ben Boul'id, considèrent que seule la lutte armée pourra libérer l'Algérie. Malgré la réticence des anciens, ils imposent la création d'une branche militaire secrète du MTLD, l'organisation spéciale, l'OS. Le 18 février 1947, Belouizdad met en place cette organisation dédiée à la préparation d'un futur soulèvement.
Ben Mhidi, déjà aguerri par le scoutisme et la discipline qu'il y a acquise, fait partie des premiers jeunes à y adhérer. Il gravit rapidement les échelons et devient en 1949 responsable de l'aile militaire de l'Os à Sétif, tout en étant chef adjoint de l'état-major de l'Os dans le Constantinois, dirigé par Boudiaf. La mission de Ben Mhidi est réunir des armes, recruter et former des combattants en vue d'un affrontement inévitable avec l'administration coloniale. En 1950, après le transfert de Boudiaf à Alger, Ben Mhidi accède au poste de chef d'état-major à l'Os au Constantinois, avec Boussouf et Ben Abdelmalek comme adjoints. Mais la même année, les services de renseignement français découvrent l'existence de l'organisation et procèdent à une vague d'arrestations massives, démantelant partiellement l'Os. Ben Mhidi ainsi que ses deux fidèles compagnons échappent de justesse aux rafles. Condamné par contumace à 10 ans de prison, il plonge dans la clandestinité, circulant sous de fausses identités pour échapper aux forces coloniales. Son périple le conduit alors vers l'Oranie. Ben Mhidi est nommé responsable du département du PPA-MTLD à Oran, un poste qu'il occupe jusqu'en 1953. C'est à cette période qu'il rencontre Ahmed Zabana, un ancien militant de l'Os originaire de Mascara, récemment libéré de prison et très respecté dans la région de l'Oranie. Séduit par le leadership de Ben Mhidi, Zabana le rejoint et devient rapidement l'un de ses meilleurs commandants, jouant un rôle clé dans l'organisation de cette région. Mais au même moment, le MTLD plonge dans une crise profonde. La décision brutale de son leader Messali Hadj de tourner le dos à l'action armée en prononçant la dissolution de l'Os en janvier 1952 et en affichant sa volonté de jouer la carte de la légalité et préparer le parti aux prochaines échéances électorales avait contrarié le camp de l'Os. La scission se déclare en janvier 1954 entre les partisans de Messali Hadj et ceux de l'Os. C'est alors que Ben Mhidi se joint au groupe des partisans de l'action armée, voyant en elle la seule solution pour parvenir à l'indépendance. Parallèlement, Boudiaf, rescapé de la répression qui a suivi la dissolution de l'Os, parvient à revenir discrètement à Alger. Sur place, il reprend contact avec plusieurs anciens de l'organisation, notamment Mostafa Ben Boulaïd. Ensemble, ils entament une série de discussions sur l'avenir du mouvement national algérien, convaincus que l'action clandestine telle qu'elle avait été menée jusqu'à là a atteint ses limites. Ces échanges débouchent sur une réunion cruciale en mars 1954 au cœur même d'Alger. À l'issue de cette rencontre, ils fondent le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, le CRUA. Leur ambition, rassembler les différentes tendances nationalistes sous une même bannière et surtout, préparer le déclenchement d'une véritable guerre de libération. Rapidement, d'autres militants rejoignent le noyau initial, l'Arbi Ben Mhidi, qui retrouve là son ancien chef Boudiaf. À ses côtés, Rabah Bitat, ancien de l'Os, et un jeune militant de 20 ans à peine, originaire d'Alger et recruté par Boudiaf lui-même, Didouche Morad. Mais pour réussir, ils savent qu'il leur faut l'adhésion des masses, et surtout l'unité. Dans cette optique, ils tentent une ultime démarche vers celui qui reste une figure emblématique du nationalisme algérien, Messali Hadj. Le CRUA espère le rallier à son projet pour mettre fin à la division entre les différentes ailes du mouvement indépendantiste. Pourtant, la réponse de Messali Hadj est sans appel. Il rejette l'offre. À ses yeux, le moment n'est pas venu de provoquer une confrontation armée avec la France. Et surtout, il refuse de s'effacer au profit d'un collectif. Il veut décider seul. Le refus de Messali Hadj se répand comme une traînée de poudre dans les cercles militants. Pour les membres du CRUA, c'est un coup dur. Leur tentative de rassembler les forces nationalistes a échoué. À ce moment-là, le doute s'installe. Faut-il vraiment engager le pays dans une guerre? Et surtout, seront-ils suivis? C'est dans cette atmosphère de tension que les membres du CRUA organisent une réunion décisive le 23 juin 1954 dans la villa du militant Lies Derriche, située au clan Salambier, un quartier musulman d'Alger. À leur appel répondent 22 anciens militants de l'organisation spéciale venus des différentes régions du pays. L'enjeu est immense, trancher ensemble la question de l'action armée. Les débats sont longs, les réticences réelles. Mais à l'issue de cette réunion restée célèbre sous le nom de Groupe des 22,
une décision historique est prise. Les 22 Algériens votent à l'unanimité pour le déclenchement d'une révolution armée jusqu'à l'indépendance totale du pays. Mustafa Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Al-Arbi Ben Mehdi, Didouche Mourad, Uthman Belouizdad, Ramdan Ben Abdelmalik, Zoubir Bouadjaj, L'Akhdar Ben Toubel, Ben Mustafa Ben Aouda, Saïd Bouali, Ahmed Bouchaïb, Boudjema Souidani, Abdelhafid Boussouf, Lies Derrish, Abdeslam Habashi, Abdelkader Lemoudi, Mohamed Meshati, Slimane Mellah, Mohamed Merzouri, Badji Mokhtar, Youssef Zeroud. Une direction collégiale est mise en place pour mettre en œuvre la résolution des 22, donnant naissance au comité des 5. Après un vote, il est composé de Boudiaf, Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Mourad Didouche et Bitat. En août 1954, pour renforcer cette équipe, le groupe des 22 décide de faire appel à Karim Belkacem, qui mène depuis 1947 une rébellion en Kabylie. Son ralliement permet de représenter cette région stratégique et porte ainsi le comité à 6 membres. Un tirage au sort désignera Boudiaf comme coordinateur du groupe. Les 5 autres prendront chacun la direction de l'une des 5 zones de la lutte armée. La zone numéro 1, les Aurès, à Mustafa Ben Boulaïd. La zone numéro 2, le Constantinois, à Didouche Mourad. La zone numéro 3, la Kabylie, à Karim Belkacem. La zone numéro 4, l'Algérois, à Rabah Bitat. La zone numéro 5, l'Orani, Al-Arbi Ben Mehdi. Les réunions clandestines se multiplient dans Alger. Discrètement, les préparatifs s'accélèrent. Des achats de lampes à souder, scies à métaux, chalumeaux, poudre noire se multiplient sans éveiller les soupçons. Tout est en place pour fabriquer des bombes de fabrication locale, comme les qualifieront plus tard les tracts. Des planques, des ateliers et des services de renseignement sont organisés sous le nez et à la barbe des autorités françaises. Dans une petite boutique de tailleur au cœur de la Kasbah, le journaliste Mohamed El-Aïchaoui rédige sous la dictée de Ben Mehdi et Didouche Mourad un texte fondateur, la déclaration du 1er novembre 1954. Front de libération nationale, communiqué numéro 1. Front de libération nationale se dégage ainsi de toutes les compromissions possibles et offrant la possibilité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération. Pour préciser, nous retraçons les grandes lignes de notre programme politique. But, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Moyen de lutte. Conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieures et extérieures, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Pour parvenir à ces fins, le Front de libération nationale aura 2 tâches essentielles à mener de front et simultanément. Une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan de l'action propre, et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier, avec l'appui de tous nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante, qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les ressources nationales. Il est vrai, la lutte sera longue, mais l'issue est certaine. C'est également Ben Mehdi qui conçoit le plan de l'action militaire du FLN. Son idée est de lancer une attaque simultanée sur l'ensemble du territoire en un temps très court, afin de marquer les esprits de manière spectaculaire et irréversible. Cette approche audacieuse lui vaut le surnom de théoricien de la Révolution. Le choix de la date du lancement de la Révolution algérienne est également stratégique. Pour lui donner une portée historique, Didouche Mourad propose le 1er novembre. Un participant objecte que cette date coïncide avec la fête chrétienne des morts. Didouche rétorque « Non, la fête des morts c'est le 2. Le 1er, c'est la Toussaint. » Le 24 octobre 1954, les 6 chefs se réunissent une dernière fois à Alger. Le CRUA est officiellement dissous. Désormais, ils agiront sous un nouveau nom, le Front de libération nationale, le FLN. Ce jour-là,
Il se félicite de l'ignorance de la police française sur leur projet, fixe les dernières consignes, approuve le texte final de la déclaration et fixe définitivement la date du déclenchement. Avant de se quitter, après cette ultime réunion du 24 octobre 1954, les 6 hommes décident de se photographier pour garder un souvenir de cette heure historique dans un quartier à Bab el-Oued. Chacun conserve une photo du cliché. Ils se séparent et ne se reverront plus jamais. De retour à Oran, Benmihdi fait part à ses compagnons de la date pour le déclenchement de l'action armée, à savoir le 1er novembre 1954 à minuit, et répartit les tâches entre ses collaborateurs. Chacun se voit désigner un secteur d'opération. Le 1er novembre 1954, 70 attentats sont menés à travers le territoire algérien. C'est la Toussaint rouge. Bien que les résultats militaires aient été mitigés en Oranie en raison du manque d'armes, l'impact politique est considérable, créant un écho puissant au sein des populations. Ce demi-échec est accentué par la perte prématurée de Ben Abdelmalek Ramdan, tombé au champ d'honneur le 4 novembre, devenant ainsi le premier martyr de la révolution, et Ahmed Zabana, blessé et capturé le 8 novembre. La zone 5 secouée suspend ses opérations pendant plusieurs mois. Près de 50 cadres sont arrêtés ou tués. La saignée est brutale. Devant cette impasse, Benmihdi, jusqu'à responsable des opérations dans son bunker dans une villa à Oran, décide de prendre les choses en main et de s'engager en première ligne. Il mène personnellement des actions militaires comme une série d'attaques contre les casernes de police à Tlemcen. Mais ces coups d'éclat ne suffisent pas. Le constat est implacable. Le terrain joue contre eux. Le relief est bas, l'environnement urbain difficilement maîtrisable et surtout, l'Oranie est la région qui compte la plus forte concentration d'Européens en Algérie. Un facteur qui rend chaque tentative encore plus périlleuse. En 1955, Benmihdi tranche. Il ordonne le déplacement du commandement de la zone 5 au Maroc. Un choix exceptionnel, car aucune autre zone combattante ne sera jamais dirigée depuis l'étranger. Cette décision militaire révèle aussi l'isolement de cette zone, l'épuisement de ses cadres et la nécessité de se réorganiser loin du feu. Confronté à une impasse logistique, Benmihdi se rend à Rabat pour rencontrer Boudiaf, alors chargé du trafic d'armes dans l'ouest algérien. Mais sur place, la réponse est claire. L'approvisionnement en armes est extrêmement limité. Rien à attendre à court terme. Face à cette impasse, Benmihdi décide de poursuivre sa démarche au Caire, où il rencontre la délégation extérieure du FLN dirigée par Ben Bella. Lors de cette réunion, Benmihdi ne cache pas son mécontentement et reproche à son camarade de ne pas avoir rempli sa mission. Ce recadrage ferme finit par porter ses fruits. Ben Bella décide de renforcer l'approvisionnement de la zone 5. C'est ainsi que grâce à la mission du Dina, une dizaine de tonnes d'armement ainsi qu'une dizaine de militants formés au Caire sont envoyés pour soutenir la lutte armée en Oranie. Elle reprend l'offensive le 18 octobre 1955 dans les maquis du Djebel de Tlemcen, puis au printemps 1956 dans l'Atlas saharien, tout en menaçant les régions colonisées. Pendant ce temps, les chefs de la zone 5 commandés par les Constantinois restent au Maroc et transmettent leurs ordres par radio. Cependant, au même moment, alors que le FLN étend ses réseaux dans les montagnes et les villes, Messali Hadj, longtemps chef incontesté du nationalisme algérien, ne supporte pas d'être évincé par cette nouvelle génération. Il fonde alors son propre mouvement, le MNA, Mouvement National Algérien. Son objectif est clair, contrer l'influence du FLN en Algérie et reprendre la main du combat. Ce dernier se rêve toujours en leader historique du peuple algérien. Mais cette initiative est perçue comme une trahison pour les chefs du FLN. Pour Benmihdi, c'est une guerre dans la guerre. La région d'Oranie, fief natal de Messali Hadj, devient le cœur battant de ses partisans. C'est là que ses réseaux se solidifient, et c'est là que Benmihdi décide de frapper. Pour lui, le FLN doit s'imposer comme l'unique force de libération nationale, par la persuasion ou par la terreur. Une véritable purge commence. Sous l'autorité de Benmihdi, les unités de l'ALN reçoivent pour mission de démanteler les réseaux messalistes sans ménagement.
En Oranie, une chasse à l'homme est lancée. Les maquis du MNA sont traqués, encerclés, écrasés. Leurs caches sont détruites une à une. Les militants capturés sont souvent exécutés sur place, parfois après des interrogations sommaires. La violence devient systémique. Les ordres sont clairs. Éradiquer toute forme d'influence du MNA sur le territoire. Les témoignages, parfois discordants, font état d'exécutions de masse, d'enlèvements, de villages soupçonnés de sympathie envers Messali, passés au crible. Les affrontements deviennent ouverts. Des combats éclatent entre les maquis de l'ALN, bras armés du FLN, et ceux de l'ANPA, la branche militaire du MNA. Mais le rapport de force est déséquilibré. Le FLN, mieux structuré, mieux approvisionné, mieux organisé, écrase peu à peu son rival. Tlemcen, ville natale de Messali, tombe entre les mains du FLN. Oran suit. En quelques semaines, les bastions du MNA s'effondrent un à un. En mai 1956, le mouvement messaliste est pratiquement rayé de la carte dans l'ouest algérien. Le FLN devient le seul visage de la révolution. Mais Ben Mhidi n'a fait que poser les fondations de cette domination. Son successeur à la tête de la zone 5, Boussouf, viendra enfoncer le clou. Plus impitoyable, il mènera la traque jusqu'à son terme, refermant définitivement le cercueil du MNA en Oranie. Ben Mhidi reçoit un message de Abben Ramdan, le chef politico-militaire d'Alger, l'invitant à le rejoindre. Il s'y rend le 6 mai 1956. À cette époque, après 2 ans de guerre, chaque zone s'organisait avec les ressources locales dont elle dispose. Cependant, l'absence de coordination freine l'efficacité du mouvement. Conscient de cette limite, Abben élabore un projet ambitieux. Réunir un grand congrès pour redéfinir la marche de la révolution. Son objectif est de doter le FLN d'une ligne politique claire et cohérente, capable de fédérer les différentes zones de combat sous une direction centralisée. Mais pour concrétiser cette vision, Abben a besoin du soutien des autres leaders algériens. Son projet gagne en crédibilité lorsqu'il obtient l'appui de Ben Mhidi, l'un des 6 chefs du FLN. Le chef de la zone 5 partage pleinement cette vision et soutient activement cette initiative. Ensemble, ils élaborent une base doctrinale destinée à compléter et à préciser les objectifs de la guerre de libération nationale. Par la suite, ils font appel à tous les chefs de zone pour se réunir. C'est en Kabylie, dans la région d'Ifri, non loin du fleuve de la Soumam, que va se tenir du 13 au 20 août 1956 cette réunion historique qui prendra le nom du Congrès de la Soumam. Ce congrès réunit les principaux dirigeants de la révolution. Ben Mhidi représentant la zone 5 et président du congrès, Abben, chef politico-militaire d'Alger et secrétaire du congrès, Youssef Zeroud pour la zone 2, succédant à Didouche Mourad tombé au champ d'honneur, accompagné de ses adjoints Lakhdar Ben Toubel et Ali Kafi. Kerem Belkacem pour la zone 3, assisté de ses adjoints Amirouche et Mohamedi Saïd. Ammar Ouamran pour la zone 4, remplaçant Rabah Bitat capturé en 1955, avec ses adjoints Sadek et Azeddin. La zone 1 n'est pas représentée lors du congrès, car Ben Boulaïd est tombé au champ d'honneur quelques mois auparavant et aucun successeur n'a été désigné à temps pour la réunion. Les travaux du congrès se déroulent du 13 au 20 août, sous la présidence de Ben Mhidi, assisté de Abben en tant que secrétaire général. Durant cette période, un bilan détaillé des 22 mois de lutte est présenté par les délégués de chaque zone. Au terme des discussions, des décisions fondamentales sont prises pour structurer durablement la révolution. Une nouvelle organisation territoriale est adoptée. L'Algérie est divisée en 6 wilayas, chacune dirigée par un conseil de wilaya sous l'autorité d'un colonel, chef politico-militaire, assisté de 3 adjoints ayant le grade de commandant. Alger et ses banlieues constituent une zone autonome, la zone autonome d'Alger. Un nouveau cadre institutionnel voit le jour avec la création du Conseil national de la révolution algérienne, CNRA, chargé de définir et d'orienter la politique du mouvement dans les domaines militaires, économiques et social. Il devient l'organe dirigeant suprême du FLN. Au-dessus du CNRA, le Congrès met également en place un organe exécutif, le Comité de coordination et d'exécution, CCE, composé de 5 membres siégeant à Alger. Abben Ramdan, Kerem Belkacem, L'Arbi Ben Mhidi, Ben Youssef Ben Khedda et Saad Dahleb. Ce comité assure la gestion du mouvement
et l'application des décisions du CNRA. Par ailleurs, des principes fondamentaux sont établis pour guider la lutte révolutionnaire. La primauté du politique sur le militaire. L'autorité politique doit primer sur les décisions militaires afin d'éviter une dérive autoritaire et de préserver l'équilibre entre les différentes branches de la révolution. Un objectif bien fragile. La primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Les décisions doivent être prises par ceux qui combattent sur le sol algérien et non par des dirigeants réfugiés à l'étranger, tout en respectant les principes de direction collégiale. Cette position est renforcée par Ben Mhidi après son passage au Caire avec Ben Bella, où il constate que le risque de l'indépendance soit instrumentalisé par des intérêts étrangers, notamment ceux du raïs égyptien Gamal Abdel Nasser. Le Congrès définit les conditions d'un éventuel cessez-le-feu, qui ne peut être envisagé que sous la reconnaissance de la nation algérienne indivisible, indépendante et souveraine. Sur le plan stratégique, la Soumam fixe les buts de guerre du FLN. L'affaiblissement total de l'armée française afin de lui rendre toute victoire impossible. Le sabotage massif de l'économie coloniale pour paralyser l'administration du pays. La perturbation de la situation économique et sociale en France afin d'y créer une pression interne contre la guerre. L'isolement international de la France en mobilisant le soutien diplomatique en faveur de l'Algérie. Face à la propagande française qui prétend que le FLN est manipulé par des puissances étrangères, la plateforme de la Soumam affirme avec force: la révolution algérienne vient de dépasser avec honneur une première étape historique. C'est une réalité vivante, ayant triomphé du pari stupide du colonialisme français, prétendant la détruire en quelques mois. C'est une révolution organisée et non une révolte anarchique. La révolution algérienne est un combat patriotique dont la base est incontestablement de caractère national, politique et social. Elle n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Alger, cette grande ville aux plages dorées et aux quartiers chics, était jusqu'alors relativement épargnée par la guerre. Symbole éclatant de la présence française en Afrique, elle incarnait ce mythe persistant de l'Algérie française. Mais l'automne 1956 marque brutalement la fin de l'illusion. Nouvellement élus par le congrès de la Soumam, les membres du CCE se réunissent en secret. Dans la maison de Youssef Saadi, adjoint de Abben en Haute-Kasbah, les principaux dirigeants de la révolution décident d'établir leur quartier général. Ce choix n'est pas anodin. La Kasbah, quartier populaire d'Alger, avec son enchevêtrement des ruelles et de passages secrets, offre des opportunités uniques pour la clandestinité et l'organisation de la résistance. Il y trouve des planques sûres, un réseau dense d'agents de liaison et un soutien populaire précieux. De plus, s'installer à Alger leur permet de diriger la révolution depuis le cœur du pays, en ayant une emprise directe sur les militants du FLN et en assurant une meilleure coordination des actions. Mais pour Ben Mhidi et Youssef Saadi, ils sont convaincus que la capitale est le terrain idéal pour une nouvelle stratégie. La guérilla urbaine. Loin des maquis traditionnels, ce mode d'action doit frapper directement l'occupant dans son bastion, bouleversant ainsi le rapport de force et attirant l'attention internationale sur la guerre d'Algérie. Pour y arriver, Saadi se résout à nettoyer la Kasbah de tous ses éléments troubles. Il s'ouvre de son projet à Abben. Celui-ci, réticent, souhaite implanter une organisation politico-administrative avant de passer à l'action. Et pour parvenir à ce but, explique-t-il, il a besoin du calme à Alger. Saadi, qui ne partage pas les idées de son chef, le contre violemment. Si je parviens à nettoyer la Kasbah, ta tâche politique en sera facilitée. En revanche, si tu ne bouges pas, tes politiques seront données les unes après les autres à la police. Les indicateurs se multiplient dans la Kasbah. Il faut les abattre et foutre la trouille aux autres. Alger doit rester tranquille, insiste Abben. C'est notre refuge et c'est le centre de ravitaillement de toute l'Algérie et des maquis. Ça ne le restera pas longtemps si tu laisses se développer ces réseaux d'indiques. On se fera tous coffrer, toi le premier. En revanche, la Kasbah nettoyée, on pourra à partir de ce véritable maquis en plein cœur d'Alger, lancer des actions sur la capitale. Ce sera notre bastion, notre camp retranché. Youssef ajoute: pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut qu'Alger bouge, qu'on parle de nous. Un pétard rue Muchelet fera plus de bruit qu'une embuscade meurtrière en Kabylie. Ici, tout le monde en parlera.
La presse fera des titres, il y aura la radio, le cinéma. C'est ici que tout devrait se passer. Appuyé par Ben Mhidi, Abben cède. Saadi, aidé de son jeune adjoint qui l'épaule depuis quelques mois, un certain Ali Lapointe, doit assainir la Kasbah. Il a carte blanche. La décision que venait de prendre Abben conduira 1 an plus tard à la bataille d'Alger. Pour l'heure, c'est au milieu algérois que Saadi a décidé de s'attaquer. Trafic de drogue, alcool, prostitution. Le FLN veut éradiquer tout ce qui pourrait affaiblir la légitimité de son mouvement. En avril 1956, une série de mesures radicales est mise en place. La vente et la consommation de drogue sont interdites. L'alcool est banni. La prostitution proscrite. Ceux qui s'y opposent sont sévèrement punis. Un homme ivre en pleine rue est passé à tabac. Un autre condamné à mort par le FLN pour collaboration avec la police est exécuté. Les bars ferment. Les cabarets se vident. Les voyous se terrent. Dès lors, il n'y a d'autre autorité que celle du FLN sur les 80 000 habitants de la Kasbah. C'est ce nettoyage qui, en mai 1956, propulse Saadi à la tête du dispositif militaire de la ZAA. Il devient le bras droit de Ben Mhidi. Mais après l'exécution de 2 condamnés à mort à Alger, dont Ahmed Zabana, ancien adjoint de Ben Mhidi, le 19 juin 1956, le FLN diffuse un tract menaçant. Pour chaque maquisard guillotiné, 100 Français seront abattus sans distinction. La menace est rapidement mise en exécution. Entre le 20 et 22 juin, une vague de 72 attentats secoue Alger, faisant 49 morts et 93 blessés. Quelques semaines plus tard, le 19 juillet 1956, toujours en représailles aux exécutions d'Algériens dans la sinistre prison de Barberousse, un commando FLN ouvre le feu sur des civils à Bab El Oued, un quartier européen de la capitale. L'attaque fait 1 mort et 3 blessés. En représailles, les militants les plus radicaux de l'Algérie française s'organisent en groupuscules paramilitaires et organisent l'attentat de la rue de Thèbes dans la Kasbah, dans la nuit du 10 août 1956, qui fait 54 morts et 107 blessés. Cet attentat marque un tournant dans la guerre d'Algérie. Yassef Saadi affirme: Jusqu'au massacre de la rue de Thèbes, nous ne faisons des attentats à Alger qu'en réponse à des arrestations massives ou à des exécutions. Mais là, nous n'avons plus le choix. Fous de rage, les habitants de la Kasbah ont commencé à marcher sur la ville européenne pour venger leurs morts. J'ai eu beaucoup de mal à les arrêter, en les haranguant depuis les terrasses pour éviter un bain de sang. Je leur ai promis que le FLN les vengerait. Ben Mhidi prend alors la décision d'élargir le champ des opérations à la ville européenne. Son objectif est de faire d'Alger une caisse de résonance pour attirer l'attention de l'opinion internationale. Après une série d'exécutions visant des cadres du FLN, Ben Mhidi donne des instructions claires. Descendez n'importe quel Européen de 18 à 54 ans. Pas de femmes, pas d'enfants, pas de vieux. Dans le même temps, Saadi met en place le réseau bombe, composé essentiellement de militantes chargées d'introduire les explosifs dans les lieux publics. Parmi elles, les héroïnes de guerre, Zohra Drif, Hassiba Ben Boulaïd, Jamila Bouhilad, Jamila Boupacha et d'autres jeunes femmes passent à l'action. Le 30 septembre 1956, 2 bombes explosent simultanément au Milk Bar, place Bugeaud et à la cafétéria, rue Michelet, faisant 4 morts et 62 blessés. La bataille d'Alger a commencé. Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie, décide d'utiliser les pouvoirs spéciaux votés à l'Assemblée nationale en mars 1956 et confie au général Massu, à la tête de la 10e division parachutiste, la mission de pacifier la ville. Le 8 janvier 1957, Massu entre dans Alger à la tête de 10 000 hommes et instaure la loi martiale. Le FLN réagit avec une vague d'attentats meurtriers. Le 26 janvier, des bombes explosent dans 3 cafés, causant la mort de 5 personnes et en blessant 34 autres. Début 1957, la violence atteint son paroxysme. On compte en moyenne 800 attentats par mois à Alger. Le CCE l'assume pleinement. Une bombe causant la mort de 10 personnes et en blessant 50 autres équivaut sur le plan psychologique à la perte d'un bataillon français. Alors que la question algérienne est portée devant l'ONU, Ben Mhidi propose à ses camarades une initiative forte: déclencher une grève générale de 8 jours pour paralyser l'économie de la capitale et démontrer au monde entier que les Algériens rejettent massivement la présence française. La réponse de l'armée française est immédiate et brutale. Les parachutistes brisent la grève en quelques jours.
Les boutiques sont réouvertes de force. Les travailleurs absents sont embarqués chez eux et ramenés au travail par camion. Mais surtout, l'armée entame une répression féroce. C'est dans cette période que la torture devient une méthode systémique, utilisée à grande échelle. Arrestations arbitraires, passage à tabac, fusillade, simulacre d'exécution, usage généralisé de l'électricité dans les parties intimes, noyades, viols. Des dizaines de milliers de personnes, militants ou simples suspects, subissent des traitements inhumains. Le général Massu lui-même reconnaîtra plus tard l'utilisation généralisée de la torture. Vous étiez le commandant de la 10e division de parachutistes. Est-ce que vous avez autorisé cette torture des suspects qu'on arrêtait pour leur arracher des renseignements? Oui, j'ai autorisé, je comprends. Elle existait, elle a été pratiquée d'ailleurs avant que les régiments ne se réunissent sous Mahoulette. Elle a été pratiquée dans leur action antérieure, dans le bled, aux ordres des autorités territoriales. L'unité du général Ossares, surnommée plus tard Escadron de la mort, joue un rôle central dans cette répression. Selon ses propres aveux, cette unité aurait arrêté 24 000 personnes dans les 6 mois de la bataille d'Alger, dont 3 000 disparus. Selon les Algériens, on parle de plus de 15 000 disparus. Dénonciation après dénonciation et information après information, l'armée parvient peu à peu à démanteler les cellules du FLN, menant à l'arrestation le 23 février 1957 du leader historique et chef de la bataille d'Alger, l'Arbi Ben Mhidi. Les parachutistes du colonel Bijar décident d'en faire un exemple. Il est exhibé devant la presse dans une mise en scène soigneusement orchestrée. Une séance de questions est organisée avec les journalistes. Il l'interroge sur ses convictions, sur le sens de la lutte qu'il mène. Puis vient la question qui choque l'opinion. Monsieur Ben Mhidi, ne trouvez-vous pas plus lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes? Ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Ben Mhidi, sans se démonter, répond d'un ton calme mais tranchant. Et vous, ne semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Et il ajoute dans une formule qui restera dans l'histoire. Évidemment, avec des avions, ce serait plus commode pour nous. Donnez-nous vos chars et vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Les circonstances de son arrestation restent floues. Des zones d'ombre persistent encore aujourd'hui. Qui a livré sa cachette? Comment a-t-il été localisé? Les récits se contredisent. Une chose est certaine, Ben Mhidi savait ce qui l'attendait. Conduit au centre de commandement de Bijar, il est interrogé sans relâche sur l'organisation du FLN, sur les réseaux, les contacts. Mais il se tait. Même sous la torture, il ne lâche rien. Bijar lui-même avouera plus tard. Lors de sa torture, nous lui avons écorché sa peau, arraché les membres de son corps. Et tout ce qu'il faisait, c'était de nous insulter et nous cracher dessus. Un homme que les services de renseignement ne parviennent pas à briser, malgré les sévices. On lui arrache la peau du visage, on le déchire à l'électricité et au cou. Rien, pas un nom, pas une information. Alors, le général Ossares prend la décision. Ben Mhidi ne sera pas jugé. Il sera exécuté en secret, sans procès. Le 4 mars 1957, dans une ferme isolée dans la Mitidja, les bourreaux préparent la corde. Un parachutiste veut bander les yeux de Ben Mhidi. Celui-ci refuse. Le soldat répond qu'il exécute un ordre. Je suis colonel de l'armée de libération nationale et je sais ce que sont les ordres. Sa demande sera refusée. Il sera pendu les yeux bandés et en silence. Pour le pendre, les bourreaux vont s'y prendre à 2 fois. La première fois, la corde casse. Le lendemain, les autorités annoncent que Ben Mhidi s'est suicidé dans sa cellule. Personne n'y croit. En martyrisant Ben Mhidi, la France a cru briser un chef et un peuple. Elle a en réalité forgé une légende. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Mhidi. Ben Mhidi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui dis « Vous êtes le chef de la rébellion,
Voilà maintenant entre nos mains. La bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu. La guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. Il dit, ne croyez pas ça. Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans. Un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ceci d'une manière sereine, pas ostentatoire. C'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Nous en avons longuement parlé avec le colonel Bijard. Et je lui dis, Ben Midi est un poisson trop gros pour nous. Il faut le rendre, il faut le donner. Et le reste, c'est plus notre problème. C'est à l'échelon supérieur de décider ce que l'on pourra faire de Ben Midi. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre. Parce que je savais qu'on ne le reverrait plus. Je subodorais. Vous l'avez remis à qui? Je l'ai remis à l'état-major. Il y a une équipe qui est venue le chercher. Et c'était la nuit. Et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Qui lui a présenté les armes? Moi, avec mon détachement. Avec un petit détachement que Bijard a entériné. Et après? Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Vous n'y avez pas cru? Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Mais vous avez peut-être une petite idée sur la manière dont il est mort. Il est parti. Avec sa mort, la première partie de la bataille d'Alger prend fin. Les chefs du FLN tels que Abban, Dahleb, Ben Kheda et Belqasem quittent Alger, fuyant les terribles parades de Massue. Cependant, cette bataille est loin d'être terminée. Quelques semaines après, Yassef Saadi, devenu le chef incontesté de la zone autonome d'Alger, reconstruit les réseaux du FLN avec Ali Lapointe et Jamil Abouireb. Ils poursuivent la lutte. Le 3 juin 1957, des bombes explosent dans des arrêts de tramway à Alger, faisant 7 morts et 92 blessés. La bataille d'Alger reprend son cours. Mais ceci est une autre histoire.